bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous êtes un peu moins, peut-être c'est le soleil, mais merci d'être toujours là. Donc on va commencer le dernier cours et je vous rappelle que, les dernières semaines, nous avons vu des exemples de la manière dont les populations humaines ont pu s'adapter aux différents environnements, y compris des environnements extrêmes, comme on a vu la semaine dernière, que c'est la vie en altitude et l'hypoxie. Nous avons vu également que toutes ces adaptations, que ce soit à différentes ressources nutritionnelles ou climatiques, ou des milieux extrêmes comme l'altitude et autres, nous ont conduit à une certaine variabilité phénotypique entre individus et populations humaines. Mais ces exemples dont je vous ai parlé les 2 dernières semaines de sélection positive, même s'ils illustrent des concepts essentiels, représentent une classe plutôt minoritaire d'événements sélectifs. On a vu que les événements, la sélection positive par balayage classique, c'est malgré tout un événement rare. Et je ne vous ai parlé que des résultats positifs, évidemment. Donc, plusieurs mutations, on a vu autour d'un gène, comme le gène de la lactase, ont un effet fort sur le phénotype, c'est-à-dire la production de l'enzyme lactase à l'âge adulte. On a vu aussi que de l'autre côté, ça c'est le cas qu'on a vu déjà, et par rapport à la pigmentation de la peau, on a vu que des mutations dans un petit nombre de gènes, une vingtaine maximum, ont un impact fort sur la variabilité de la pigmentation de la peau. Cependant, la situation où un seul gène joue un rôle central dans un trait spécifique, il faut être bien clair, c'est l'exception plutôt que la règle. Mis à part les maladies génétiques rares, la plupart des phénotypes humains sont hautement polygéniques. C'est-à-dire les bases génétiques de la plupart des traits phénotypiques est due à des centaines, voire des milliers de mutations à travers le génome et donc à travers différents gènes, chacune de ces centaines ou milliers de mutations ayant un effet très faible sur le phénotype. Donc cela inclut la plupart des traits qui varient dans les populations, notamment la morphométrie, tels que la taille ou le poids, mais aussi des traits physiologiques comme nos niveaux d'hormones ou le risque de la plupart des maladies, telles que maladies infectieuses, auto-immunes, inflammatoires, cardiovasculaires, y compris des conditions psychiatriques comme le syndrome bipolaire ou la schizophrénie. Dans ces cas, la base génétique du trait en question est complexe et implique, comme je vous disais, de nombreux variants, mutations, on a vu déjà que c'est plus ou moins la même chose, répartis dans le génome, mais chacune de ces mutations contribue, ça c'est vraiment, je vais le répéter peut-être 15 fois aujourd'hui, chacune de ces mutations contribue très peu au phénotype, mais c'est l'ensemble de ces mutations, l'effet additif de toutes ces centaines, voire milliers de mutations qui contribuent à la variabilité du trait en question, comme la taille ou le poids. Ça nous amène à introduire le concept d'architecture génétique d'entrée. Donc, l'architecture génétique fait référence à la combinaison spécifique de gènes et de variants génétiques, mutations, qui sous-tend un trait particulier. Cette architecture génétique peut varier considérablement d'un trait à l'autre et peut être influencée par des facteurs tels que la complexité du trait, l'interaction entre les gènes et l'environnement, ainsi que la présence de variations génétiques multiples. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut en tenir compte. Le nombre de gènes impliqués, certains traits comme les maladies génétiques peuvent être contrôlés par un seul gène, exemple classique la mucoviscidose, tandis que d'autres traits plus complexes comme la taille, je vais y revenir beaucoup parce que c'est un trait très complexe,
peuvent être influencés par des multiples gènes. Donc là, on parle de monogénique versus polygénique. L'effet des gènes, c'est-à-dire chaque gène contribue à un trait, peut avoir un effet majeur ou mineur sur la variabilité du trait. En plus, certains gènes peuvent avoir des effets dominants ou récessifs, comme on a vu déjà le mode de dominance. Différents types de variations génétiques, telles que les mutations ponctuelles, les SNP qu'on a vu, les changements de binaires, mais aussi les délétions, des morceaux qui sont disparus, ou duplications. Tout ça va affecter potentiellement d'une façon différente l'architecture du trait, l'architecture génétique du trait. Et enfin, les interactions complexes entre les gènes et l'environnement. C'est-à-dire, évidemment, on n'est pas que le produit de notre génétique. Et prenons l'exemple plus classique peut-être de l'obésité. Même s'il y a une mutation qui nous rend plus vulnérables à l'obésité, la même mutation, si je mange de salade et mon frère se goinfre au Nutella, aura un effet différent, la même mutation. Et là, c'est les interactions gène-environnement. Déjà, Fischer, il y a plus d'un siècle, avait proposé le type d'architecture génétique sous-jacente aux traits continus. Donc, pour rappel, les traits phénotypes, c'est la même chose. Les traits continus sont des caractéristiques qui varient de manière graduelle à travers une gamme de valeurs possibles, comme la taille, le poids ou la pression artérielle. En revanche, les traits discrets ou catégoriques sont ceux qui présentent des catégories distinctes, sans variation continue, comme les groupes sanguins. Vous êtes A, vous êtes B ou AB, mais il n'y a pas au milieu des choses. Ou la tolérance au lactose, vous êtes tolérant ou intolérant. Donc, comme on peut le voir sur le schéma là à gauche, Fischer avait postulé ce que l'on connaît comme le modèle infinitésimal. Il postule que la variation des traits quantitatifs, comme la prédisposition aux maladies complexes et la taille, est sous le contrôle d'un grand nombre de gènes qui ont des effets très faibles, ce qui est en contraste avec l'architecture génétique des traits discrets. Ainsi, à droite, vous pouvez voir une représentation graphique de la façon dont les génotypes, c'est-à-dire, on l'a vu déjà le premier cours, les différents types de mutations, peuvent avoir un impact sur les phénotypes continus. Les deux rectangles supérieurs représentent l'ensemble de tous les états génotypiques, c'est-à-dire toute la variabilité des mutations, et environnement possible, respectivement. Et les lignes représentent la façon dont les génotypes multiples, donc le cercle rouge, peuvent affecter la variabilité du phénotype en fonction des variables environnementales. Donc, avec l'arrivée des études en génomique, au cours des 15 dernières années, notre compréhension de l'architecture génétique des traits, qu'ils soient discrets ou continus, s'est énormément améliorée. Ce schéma montre le modèle explicatif, c'est probablement le schéma le plus important du cours d'aujourd'hui, de l'architecture génétique des traits. Donc, il illustre la relation entre la fréquence allélique des mutations, donc 0,1%, 0,5%, à partir de 5%, on parle d'une mutation fréquente dans la population, et donc la fréquence des mutations par rapport à l'effet des mutations sur le phénotype, effet fort, effet intermédiaire ou effet faible. Dans la plupart des cas, l'architecture suit une tendance qui est sur la diagonale, c'est-à-dire les maladies rares sont souvent causées par des variants rares. Donc, ce sont des variants qui sont rares dans la population, mais ces variants, ils ont un impact très fort sur le phénotype. Okay? La raison pour laquelle ces mutations sont rares, ici, c'est qu'ils sont très rapidement éliminés par la sélection négative. À l'opposé, les maladies ou les traits fréquents, ici, comme le diabète, ou, par exemple, sont souvent causés
par des mutations qui sont fréquentes dans la population et des mutations multiples. Mais comme je vous ai dit avant, donc mutations fréquentes, mais avec un faible effet sur le phénotype, chacune de ces mutations. Il peut y avoir des exceptions à cette règle, comme par exemple des variants rares qui ont un effet faible sur le trait, sur le phénotype. Le problème est qu'il est difficile de les identifier car il faudrait des centaines de milliers d'individus. Et en revanche, et ça c'est important, on peut avoir des mutations qui sont fréquentes dans la population, mais qui ont un effet majeur sur le phénotype. Mais alors, pourquoi certaines mutations, ayant un fort effet sur le phénotype, voire une maladie, sont-elles fréquentes dans la population? Pourquoi la sélection naturelle ne les a pas éliminées? Donc, une raison qui peut expliquer cela, c'est que la mutation dont on parle confère un avantage sélectif. On ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on l'a vu au cours des dernières semaines. Ce serait le cas de la tolérance au lactose ou de différentes mutations impliquées dans la variabilité de la pigmentation de la peau. Ces mutations sont fréquentes dans la population et ils ont un fort impact sur le phénotype. Mais aussi, on peut avoir des mutations fréquentes dans la population qui ont un impact sur des maladies. Un des cas les plus emblématiques, des mutations fréquentes à effet fort est la mutation connue sous le nom de d'affinul, qui à la fois entraîne la perte complète du gène d'Arc et est un facteur de protection contre le paludisme par Plasmodium vivax. Donc, le gène d'Arc code pour un récepteur qui est la porte d'entrée dans les cellules de Plasmodium vivax, causant le paludisme. Et comme vous pouvez le voir sur la figure, ici en rouge, plus est rouge, ça veut dire que plus présente est cette mutation. Cette mutation présente des fréquences extrêmement élevées en Afrique, où elle est presque fixée, 100%, surtout en Afrique centrale. Cela, la présence de cette mutation, empêche que Plasmodium vivax puisse envahir les érythrocytes. Il explique, en tout cas en grande partie, l'absence de Plasmodium vivax dans certaines régions d'Afrique. Donc, cet allèle nul, qu'on appelle de Dark, présente la valeur d'effet Ster, c'est-à-dire de différenciation entre populations, la plus élevée du génome, et possède d'autres caractéristiques qui suggèrent fortement l'action de la sélection positive. Une autre raison qui peut expliquer la fréquence élevée des mutations ayant un fort impact sur le phénotype est la sélection équilibrante, ou parfois connue comme sélection balancée. Nous l'avons rapidement abordé lors du premier cours. Cela se produit par exemple lorsque les hétérozygotes, c'est la combinaison des deux allèles qui est avantageuse, pas juste l'allèle A ou l'allèle T. Donc au cours des générations, on aura une augmentation du nombre d'hétérozygotes dans la population. C'est-à-dire, là on peut voir que les individus AT, ils ont un avantage par rapport aux individus AA ou TT. Donc, un bel exemple de sélection balancée est la mutation dite HBS dans le gène codant pour l'hémoglobine. C'est l'un des exemples les plus frappants de sélection naturelle maintenant une mutation délétère à haute fréquence dans la population, en raison de la protection qu'elle confère à l'état hétérozygote, parce qu'elle protège contre le paludisme à Plasmodium falciparum. Donc la mutation S entraîne un changement d'aminoacide et ce qui se traduit par une déformation, comme vous pouvez voir ici, des globules rouges dans le sang. Donc, les homozygotes SS sont atteints de drépanocytose, une maladie souvent mortelle, mais les hétérozygotes AS jouissent d'une protection d'environ 10 fois supérieure contre le paludisme. Donc, la mutation S a une fréquence élevée dans les régions
où Plasmodium falciparum est endémique, surtout en Afrique équatoriale, où peut atteindre jusqu'à 30%, par exemple au Cameroun, en Guinée, en Ouganda et au Kenya, mais aussi dans certaines régions du Moyen-Orient et de l'Inde du Sud, de l'Asie du Sud. Donc, la sélection exercée par le paludisme explique pourquoi la mutation S a atteint de telles fréquences dans certaines populations, malgré son effet néfaste à l'état homozygote. Toujours, pour expliquer la présence de mutations fréquentes dans la population ayant un fort impact sur le phénotype, ça peut s'expliquer aussi par des événements démographiques comme des effets fondateurs ou des goulots d'étranglement. En effet, si une mutation survient dans une petite population, elle peut devenir plus fréquente en raison d'une dérive génétique plus prononcée, même si la mutation a un fort impact sur le phénotype. Comparons ici 3 populations avec des histoires démographiques distantes. Donc, on peut voir les Africains, ici, ça c'est le passé, le présent, en expansion démographique. Les Européens, qui ont subi un goulot d'étranglement lors de la sortie d'Afrique, parce que ce n'est pas tous les Africains qui sont venus en Europe, toujours, c'est un sous-groupe des Africains qui est venu en Europe. Et après le goulot d'étranglement, c'est-à-dire réduction de la taille, il y a une expansion démographique aussi. Et les Québécois, une population issue d'un effet fondateur. On en a rapidement parlé, ce qui a entraîné une réduction encore plus forte de leur diversité génétique. Donc, ainsi, ces populations présentent plus de diversité génétique aujourd'hui les Africains, moins les Européens et encore moins les Québécois. Mais à l'inverse, plus la population est petite, plus la proportion de variants rouges ici par rapport aux variants blancs, ça sera élevé. Autrement dit, les effets plus marqués de la dérive génétique dans les populations plus petites fait que la proportion de variants délétères peut être plus forte dans ces populations-là. À titre d'exemple, la diarrhée chlorériforme congénitale, une maladie intestinale sévère chez les enfants qui affecte particulièrement les populations finlandaises, ou la surdité héréditaire observée dans des communautés isolées du Costa Rica. Et enfin, le dernier facteur pouvant expliquer pourquoi certaines mutations sont fréquentes dans la population malgré qu'ils ont un effet fort sur le phénotype, c'est ce qu'on appelle l'équilibre mutation-sélection. Ces mutations peuvent persister dans la population si la pression sélective n'est pas suffisamment forte pour les éliminer. Un des cas les plus emblématiques est une mutation associée au risque de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Donc, cette maladie de l'œil affecte la macula, une partie de la rétine qui est responsable de la vision centrale et de la perception des détails. Cette affection se développe généralement chez les personnes de plus de 50 ans et peut entraîner une perte de la vision progressive. Donc, la DMLA peut avoir divers facteurs de risque, notamment l'âge, une exposition excessive à la lumière ultraviolette et une mauvaise alimentation, mais aussi la génétique. Donc, en effet, une des premières études d'association génétique à grande échelle, c'est-à-dire en utilisant tout le génome, en 2005, a identifié une mutation fortement associée à la DMLA, et cette mutation en plus est présente à des fréquences importantes dans la population, pouvant aller jusqu'à plus de 30% dans certaines populations. Cette mutation touche le gène du facteur de complément H, CFH, et sa présence a un fort effet sur le phénotype, car la présence de cette mutation est associée à un risque accru de développer la forme sèche de la DMLA, qui est la forme la plus courante de la maladie. Donc, la raison pour laquelle cette mutation
présente cette fréquence élevée dans les populations, malgré son effet fort sur le phénotype, est probablement lié à la manifestation tardive de la maladie, ce qui fait que la sélection naturelle ne sera pas en action. Toutefois, la situation plus courante qu'on trouve, c'est celle-ci, c'est-à-dire la plupart des traits phénotypiques humains, qu'ils soient bénins ou associés à des maladies, sont le résultat de nombreux variants génétiques fréquentes dans la population, mais chacune de ces mutations a un faible impact sur le phénotype. Alors là, on peut se demander pourquoi on sait ça, comment on est arrivé à ce constat. En grandissime partie, c'est grâce aux études d'association pangénomiques, appelées GWAS, de l'anglais Genome Wide Association Studies. Donc, en gros, c'est grâce aux GWAS que notre compréhension de l'architecture génétique des traits complexes s'est considérablement améliorée dans les dernières 10-15 ans. Voyons déjà comment ces études sont conçues et réalisées. Tout d'abord, il faut choisir un phénotype qu'on a envie d'étudier. La susceptibilité à la tuberculose, la taille, l'obésité, la prédisposition à une quelconque condition psychiatrique. Donc, dans les GWAS des phénotypes discrets, tels que la susceptibilité aux maladies, donc tuberculose, diabète, on compare les génomes des individus atteints de la maladie, des cas, qu'on va les comparer à des individus qui ne sont pas atteints de la maladie, les témoins. L'objectif est d'identifier des variants génétiques qui sont plus fréquentes chez les cas que chez les témoins, ce qui suggère une association génétique avec la maladie. Pour les phénotypes continus, comme la taille ou le poids, on mesure le trait d'intérêt dans une grande population, puis on analyse les variations génétiques associées à ces différences graduelles, sans comparer un groupe de cas et un groupe de témoins. Quel que soit le phénotype, une fois la cohorte établie, on étudie la variabilité génétique de tous les individus. Cela peut se faire à travers des puces de génotypage qui analysent des millions de mutations dans notre génome ou en séquençant le génome entier. Ce qui est plus informatif parce qu'on a l'information de tout le génome, mais c'est plus coûteux. Une fois la génétique de la cohorte caractérisée, on passe aux analyses statistiques. Pour les GWAS de très discrets, des tests comme la régression logistique sont couramment utilisés pour évaluer l'association entre les variants génétiques et le statut de la maladie. Les résultats sont souvent présentés sous forme de ce qu'on appelle rapport de cote, en anglais odds ratio. Par exemple, si on a un rapport de cote supérieur à 1, ça indique qu'une mutation donnée est plus fréquente chez les malades que chez les témoins, ce qui indique un risque associé à cette mutation. Pour les GWAS de traits continus, comme la taille, des méthodes telles que l'agression linéaire sont couramment utilisées pour évaluer la relation entre les variants génétiques et le phénotype. Les résultats, dans ce cas-là, sont présentés sous forme de taille d'effet, par exemple ce qu'on appelle les coefficients bêta, ce qui indique à quel point un variant génétique contribue à la variabilité du phénotype, par exemple à la variabilité de la taille. Quel que soit le type de phénotype étudié, les résultats des GWAS sont souvent présentés sous forme de diagramme de Manhattan, on l'a vu rapidement, je pense, dans un des cours, où cette tour, l'axe des X présente les différents chromosomes et l'axe des Y représente la valeur P, c'est-à-dire la significativité statistique de l'association. Et vous voyez qu'on appelle diagramme de Manhattan parce que quand il y a des tours, ça veut dire que cette région, par exemple ici, dans le chromosome 4, est associée à la maladie. Une fois on a identifié les signaux d'association,
ici il y en a 1, 2 et 3, qui surveillent la seuil ici de significativité, il est crucial de les répliquer dans une cohorte indépendante. Sans réplication, il existe un risque accru de faux positifs ou une association détectée dans la cohorte initiale pourrait simplement être due au hasard plutôt qu'à une véritable association biologique. Donc la motivation majeure des GWAS est d'utiliser ces associations génétiques identifiées pour déterminer la cause biologique des phénotypes qu'on étudie et fournir, dans le meilleur des cas, un point de départ pour des futures interventions thérapeutiques. Ainsi, une fois les signaux d'association identifiés, l'objectif est d'identifier la mutation causale, c'est-à-dire celle qui a un véritable impact sur le phénotype. En effet, pour chaque signal d'association, encore une fois, vous avez un diagramme ici de Manhattan, si on prend cette tour, on n'a pas une mutation, on a tout un ensemble de mutations, c'est ça qui fait la tour, associées au phénotype. Et pourquoi? Parce que toutes ces mutations-là sont associées, sont en ce qu'on appelle en jargon un déséquilibre de liaison, sont sur le même haplotype. Donc même s'il y a une seule mutation causale qui est associée au phénotype, cette mutation, comme elle était associée à plein d'autres, tous les autres le seront, entre guillemets, faussement associés au phénotype. C'est pour cela qu'il faut faire ce que s'appelle une cartographie fine, fine mapping, que c'est, par exemple, on va prendre cette tour ici, on fait un zoom ici, et on va essayer de choisir ces 4 mutations qui sont probablement les plus causales, les plus à même d'inclure la mutation causale, parce que sont celles qui présentent le niveau de significativité plus important. La causale, c'est celle que j'ai mis en bleu ici. Les annotations fonctionnelles du génome, comme le fait de savoir si ça c'est un promoteur, si ça c'est une région qui est ouverte de la chromatine, peuvent aussi nous aider et peuvent être intégrées aux résultats des GWAS pour identifier les mécanismes moléculaires qui sont perturbés par la mutation bleue, en l'occurrence ici. Par exemple, dans ce cas-là, on peut voir que la mutation bleue, ici on l'a identifiée, après on la positionne sur l'organisation du génome, c'est public, tout ça, et vous vous dites, ah tiens, elle est localisée ici, elle ne tombe pas dans un gène, elle est dans une région intergénique, mais ah tiens, ici, elle tombe dans une région ouverte de la chromatine. Qui dit région ouverte de la chromatine, dit région qui est accessible à des facteurs de transcription qui vont arriver et ça va pouvoir s'exprimer. On peut aussi utiliser, pour mieux comprendre les effets de cette mutation, ce qu'on appelle, on peut faire une cartographie des loci de caractère quantitatif. Par exemple, d'expression. On va voir si la mutation bleue, ici, en l'occurrence, on voit que la mutation bleue, les différents génotypes de cette mutation affectent le niveau d'expression du gène A. Ah tiens, mais ils n'affectent pas B, ils n'affectent pas C. Donc finalement, toute cette histoire pour vous dire, on a identifié au sein de la tour la mutation probablement plus causale, on a identifié qu'elle est localisée dans une région ouverte de la chromatine et qu'en plus, cette mutation est associée, comme vous l'avez, vous exprimez plus le gène A. Imaginons, si cette mutation était associée à un risque de développer la tuberculose, nous pourrions alors connaître le gène impliqué, comprendre que plus d'expression de ce gène entraîne un risque plus élevé de développer la maladie et envisager éventuellement des mesures thérapeutiques visant à moduler la fonction de ce gène. D'autres approches pour mieux comprendre l'impact fonctionnel des mutations identifiées par les GWAS
inclut des essais in vitro ou des études sur des modèles animaux. Le premier GWAS à grande échelle date de 2007 et a été réalisé par un consortium financé par la Wellcome Trust. C'est une fondation britannique à but non lucratif qui, en gros, finance la recherche pour la santé. Ça serait un peu l'équivalent, un peu plus riche, mais serait l'équivalent de la Fondation pour la recherche médicale en France. Cette étude a adopté une approche cas témoin, donc des groupes de personnes qui ont une maladie, qu'on va comparer à des groupes de personnes qui ne l'ont pas, sur cette maladie, comparant 14 000 cas à 3 000 témoins. Donc ces comparaisons ont permis d'identifier 24 régions du génome, ici présentées en vert, sur les 7 diagrammes de Manhattan que je vous présente, associées aux maladies étudiées. Donc une région associée aux troubles bipolaires, une pour la maladie coronarienne, 9 pour la maladie de Crohn, 3 pour la polyarthrite rhumatoïde, 7 pour le diabète de type 1 et 3 pour le diabète de type 2. Donc ces découvertes, qui ont été largement répliquées par la suite, ont éclairé pour la première fois la compréhension des bases génétiques des maladies complexes et fréquentes dans la population. Et ils ont surtout fourni des perspectives méthodologiques pour la poursuite, depuis 15 ans maintenant, des études de type GWAS. D'ailleurs, depuis cette étude, le nombre de GWAS n'a cessé d'augmenter. Donc, ce graphique illustre l'évolution de 2007 à 2022 de ces études. En rouge, vous avez la taille de chaque GWAS. Au début, c'était quelques milliers, dans les meilleurs des cas. Aujourd'hui, jusqu'à 2022, on est à des centaines de milliers d'individus qui ont été étudiés d'un point de vue génétique. Et évidemment, plus la taille de l'étude est importante, plus de chances on a, ici en vert, de découvrir de nouvelles associations, pour une raison très simple. Si une mutation a un effet faible, la plupart d'ailleurs, il faut augmenter la taille des échantillons pour que cet effet, pour qu'il y ait plus d'individus qui l'ont et pour pouvoir voir l'effet. Mais si une mutation a un effet très faible, il faut encore augmenter beaucoup plus la taille de l'échantillon. Donc, le succès des GWAS a été particulièrement favorisé par le développement des grandes biobanques, composées des milliers, voire des centaines de milliers d'individus, pour lesquels les données cliniques et phénotypiques sont obtenues et la variabilité de leur génome caractérisée. Parmi ces biobanques, on peut citer probablement une des plus connues par son succès, la UK Biobank, développée au Royaume-Uni et comprenant plus de 500 000 individus volontaires. Établie dans le but de comprendre les facteurs impactant la santé et le développement des maladies, dont la UK Biobank a permis la réalisation des GWAS portant sur des centaines de traits quantitatifs, notamment des traits anthropométriques, taille, poids, sanguins, métaboliques, cognitifs, d'imagerie cérébrale et de symptômes dépressifs. D'autres initiatives existent, telles que Decode Genetics en Islande. C'est une des pionnières dans les biobanques et a été fondée en 1996. Et le concept était d'étudier le plus grand nombre d'individus islandais. D'ailleurs, 2/3 de toute la population islandaise a participé à cette étude, afin d'identifier des gènes impliqués dans différentes maladies comme la schizophrénie et différents cancers. Et grâce à Decode Genetics, on a découvert un grand nombre de gènes impliqués dans des maladies vraiment importantes.
D'autres initiatives incluent Biobank Japan au Japon, FinGen en Finlande ou plus récemment le programme de recherche Holovas, nous tous en français, des États-Unis. Donc l'objectif de ces initiatives est de comprendre dans quelle mesure la génétique, l'environnement et les habitudes de vie, notre mode de vie, comment ça, ensemble, participe à nos différences face aux maladies. Grâce à ces études, comme je vous disais, nous avons beaucoup appris donc, sur l'architecture génétique des phénotypes complexes. Mais ce qui est encore plus important pour la recherche et pour la connaissance, c'est que toutes ces données sont publiques et accessibles à tous les chercheurs. Donc, des bases de données telles que le GWAS catalogue, le catalogue GWAS ou l'Atlas GWAS offrent un accès facile aux mutations associées à des milliers de phénotypes, fournissant des informations telles que, imaginez que vous vous intéressez sur les mutations associées, je donne toujours le même exemple parce que c'est une des premières maladies sur lesquelles j'ai travaillé, infectieuse, la tuberculose. Vous vous intéressez aux facteurs génétiques associés à la tuberculose, donc vous allez au GWAS catalogue et vous rentrez tuberculose, et il vous sort toutes les mutations qui ont été associées à la tuberculose. Pour chaque mutation, l'effet de la mutation sur le phénotype et la valeur P, c'est-à-dire le niveau de significativité. Donc, je vous parlais du GWAS catalogue. C'est une des bases de données en ligne les plus utilisées. Elle recense tous les résultats des GWAS réalisés sur de nombreuses maladies et traits. Dans le dernier recensement, donc le 11 février, donc il y a un peu plus d'un mois, la base de données contient des données de plus de 40 000 études GWAS sur plus de 5 000 traits ou phénotypes. Les utilisateurs peuvent télécharger les données d'association, comme je vous disais, c'est-à-dire quelles mutations et gènes ont été associés à tel ou tel phénotype. On peut interroger la base de données de différentes façons. On peut s'intéresser à une maladie, comme je vous disais avant, vous tapez tuberculose et vous obtenez les mutations qui ont été associées, mais on peut faire à l'inverse aussi. Vous pouvez vous intéresser, parce que vous êtes généticien ou médecin, ou à une région du génome. Donc vous mettez les coordonnées de cette région du génome, voire une mutation, et la base de données va vous dire tous les phénotypes qui ont été associés à cette mutation. Par exemple, imaginons qu'on s'intéresse à l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, BMI en anglais. Donc vous mettez BMI ici, et déjà, vous savez que, pour ceux qui ne savent pas, j'imagine que tout le monde le sait, mais l'IMC se calcule en divisant le poids par le carré de la taille, et ça sert plus ou moins pour comprendre si quelqu'un est en sous-poids, moins de 20, un poids normal, entre 20 et 25, un surpoids, 25-30, et en obésité, plus de 30. Donc on peut voir déjà, si on interroge la base de données sur l'IMC, qu'il y a 21 publications sur le sujet et 73 mesures plus ou moins approximatives de l'IMC qui ont été étudiées. On peut aussi visualiser, ou ne pas visualiser, parce qu'on ne comprend rien ici, mais je vais y revenir, les résultats de la base de données sous forme de diagrammes représentant, comme vous voyez, les différents chromosomes du génome et les mutations dans chaque chromosome associées aux différents phénotypes, qui sont présentés, les différents phénotypes, avec un code de couleur qui représente différentes grandes catégories de phénotypes. Donc, évidemment, comme ici, c'est tout le génome, il y a des centaines de milliers de mutations qui ont été associées, on ne voit rien, mais déjà, si on voit ici, si on regarde ici, on peut voir qu'il y a par exemple plus de 600 mutations qui ont été associées aux maladies touchant le système digestif,
plus de 1600 aux maladies cardiovasculaires, plus de 1000 aux maladies métaboliques et plus de 2000 aux maladies affectant le système immunitaire. Et on peut faire un zoom-in pour essayer de comprendre quelque chose. On va se focaliser sur une partie des 4 premiers chromosomes. On peut commencer déjà à voir qu'il y a plus de bleu ici, mais on ne voit pas grand-chose. Mais on peut voir mieux si on se concentre sur... on va s'intéresser maintenant, par exemple, sur 2 phénotypes. Donc l'obésité et la taille. Donc, par exemple, si on interroge la base de données pour ça, on peut voir qu'il y a 43 associations associées à l'obésité. Ici, vous en voyez quelques-unes. Ici, une ici, une autre ici. Et évidemment, dans le reste du génome, que je ne vous ai pas montré parce que sinon, on ne verra rien. Et il y en a quand même 724 qui expliquent la taille. Qu'est-ce que ça veut dire une association? Je vous rappelle qu'une association, c'est juste une mutation qui explique un peu le phénotype. C'est ça que ça veut dire. Il y en a moins, comme vous voyez, pour la taille, pardon, pour le poids que pour la taille. On sait aujourd'hui que l'héritabilité, qu'est-ce que ça veut dire? La façon dont un phénotype est expliqué par la génétique est plus important pour la taille, environ 40%, que pour le poids, que le poids est environ 18-20% est expliqué par la génétique, mais le poids est beaucoup plus influencé et influençable, évidemment, par l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on mange. Ensuite, on peut se focaliser même sur une mutation, une région. On va aller s'intéresser à cette région que je vois ici bleue. Donc je me dis, tiens, cette région du chromosome 2 est associée à la taille. Donc je clique là et ça va me donner toutes les mutations associées à la taille de cette région, le phénotype évidemment taille et la valeur P. Vous voyez qu'il y en a qui sont très significatives, il y en a qui le sont à peine. Le seuil de significativité souvent utilisé dans les GWAS, c'est 10-8. Et vous pouvez aller à chaque publication, les publications qui ont reporté ça, si vous voulez faire une étude plus approfondie. Donc, plusieurs GWAS, notamment celles portant sur la taille, ont dépassé le seuil symbolique d'1 million de participants. Vous imaginez une étude qui rapporte la variabilité génétique de plus d'un million de personnes. Par exemple, dans cette étude, qui date de fin 2022, les auteurs ont étudié la variabilité génétique de la taille, donc la stature, de 5,4 millions d'individus d'origines diverses. Toutefois, comme vous pouvez le voir ici, et ici d'ailleurs aussi, plus de 75% d'entre eux étaient d'origine européenne, suivis de 1 à 8% d'individus provenant d'autres origines, telles que l'Asie de l'Est et du Sud, l'Afrique ou les populations d'origine latino-américaine. Cette étude a identifié plus de 12 000 mutations associées à la taille. Ces mutations sont regroupées en environ 7000 régions du génome, couvrant 21% du génome. Pour que vous vous rendiez compte du niveau de polygénicité qu'explique la taille. Donc, ils ont estimé que ces mutations, dans leur ensemble, expliquent 40% de la variance phénotypique dans les populations, dans la variance phénotypique de la taille, des populations d'origine européenne. Mais seulement environ 10 à 20% dans les populations d'autres origines. Donc cette moins bonne prédiction de la taille à partir de la génétique dans d'autres populations, autres que les Européens, est due au fait qu'il y a un biais dans l'étude, qu'on voit là-haut. Et le biais est qu'il y a une surreprésentation d'individus d'origine européenne. Ainsi, l'étude ne tient pas compte
comme il se doit, des différences de fréquence allélique entre populations, les interactions entre le gène et l'environnement, entre autres facteurs. Quoi qu'il en soit, cette étude fournit une cartographie la plus complète qu'elle existe aujourd'hui des régions génomiques contenant la grande majorité des variantes associées à la taille, du moins pour les populations d'origine européenne. Elle montre également l'effet additif d'un grand nombre de variants génétiques sur la taille, même si je vous rappelle, hyper important, l'effet de chacune de ces variants est faible. Ce qui m'amène à introduire un des concepts les plus importants à présent et pour le futur en génomique humaine, que c'est le concept des scores de risque polygéniques. Car la plupart des traits, on a vu que sont polygéniques. Et c'est précisément l'effet cumulatif de multiples mutations qui aura un véritable impact sur le phénotype. Ces scores sont calculés à partir des données des GWAS, comme on vient de voir, pour prédire le risque qu'un individu développe une maladie en se basant sur la génétique. Alors, le calcul des scores de risque implique généralement l'attribution d'un poids à chaque mutation qu'on trouve en fonction de l'effet de cette mutation sur le phénotype, tel que mesuré par les coefficients bêta, si c'était un trait quantitatif comme la taille, ou le rapport des cotes, si c'est la susceptibilité en maladie. Ces poids de chaque mutation associée plus ou moins au phénotype sont ensuite combinés dans un score total pour chaque individu, généralement en utilisant une méthode de sommation pondérée. Donc, pour résumer, voici les étapes nécessaires pour calculer les scores. Tout d'abord, on obtient les statistiques qui proviennent de l'étude des GWAS, c'est-à-dire l'effet des mutations qu'affecte le phénotype. Ici, évidemment, pour faciliter, je vous présente juste 4 mutations. Donc, vous voyez, la mutation 1 augmente le risque, par exemple, de 1,5, le 2, moins 0,5, et comme ça. Après, vous prenez tous les individus que vous avez étudiés et vous faites les génotypes. Vous savez que pour chaque région, on a toujours 2 allèles. Et ici, je vous en montre que 4, évidemment. Donc, dans le SNP 1, il est AT, SNP 2, il est CG, dans le SNP 3, il est TT, et dans le SNP 4, il est CC. Ensuite, on passe au calcul du score de risque pour chaque individu en additionnant la taille des effets de toutes les mutations associées au phénotype. Par exemple, prenons toujours l'individu 1. L'individu 1, il est ici. Il est AT. Donc ça veut dire qu'il y a au moins une A, donc 1,5 à 1,5. CG, donc il a un C, donc moins 0,5. TT, il est homozygote. Et une T, ça vaut 2, donc ça veut dire 4. Et le dernier, CC, 1, il n'a pas A, donc 0. Donc on attribue ce poids. Donc vous voyez, pour chaque individu, il y aura un poids, un score, qui tient compte de l'effet de chacune des mutations. Et enfin, vous pouvez voir ici, une analyse de régression linéaire est réalisée sur les scores de risque polygéniques pour évaluer et prédire l'effet du score de risque sur le phénotype, donc savoir où vous vous placez de la distribution. Donc l'intérêt des scores de risque polygéniques est de les utiliser en génétique médicale pour évaluer le risque génétique individuel de développer une maladie complexe comme maladie cardiovasculaire, diabète de type 2 ou cancer. Donc, bien que nous ayons avancé beaucoup sur la compréhension des bases génétiques des maladies complexes, le grand défi scientifique et éthique qui reste dans le domaine est le manque de diversité dans l'inclusion d'individus
de différentes origines géographiques est exposé à différents environnements et différents modes de vie. Plus de 78% des études en génomique humaine aujourd'hui portent sur des individus d'origine européenne, tandis que les individus d'origine européenne ne représentent que le 16% de la population mondiale. Outre toute considération éthique, cette absence de diversité entrave le transfert des découvertes génomiques entre populations. Par exemple, on vient de le voir, comme c'est le cas des scores de risque polygéniques, qui ont une capacité de prédiction beaucoup plus importante, beaucoup plus fine, beaucoup plus robuste chez les individus d'origine européenne, créant ainsi une disparité importante dans leur utilisation médicale. Deuxièmement, la plupart des études se concentrent pas seulement sur des individus d'origine européenne, mais aussi sur des individus qui ont un mode de vie occidental, urbain. Ainsi, un autre défi auquel nous sommes confrontés, c'est de mieux prendre en compte les interactions gène-environnement, largement négligées dans la plupart des études actuelles. Par exemple, comme je vous disais, une mutation associée à un risque accru au surpoids n'aura pas nécessairement le même effet selon le régime alimentaire de la population étudiée. Et enfin, un autre défi des études actuelles est la prise en compte très important, car je vais y revenir, de la pléiotropie, c'est-à-dire la capacité d'un gène à influencer plusieurs phénotypes en même temps, ce qui est très courant dans le génome humain. De nombreux gènes ont des effets sur plusieurs caractéristiques physiologiques et des mutations dans ces gènes peuvent conduire à un éventail de phénotypes ou de maladies. Par exemple, des gènes impliqués dans le développement embryonnaire peuvent également jouer un rôle dans le fonctionnement du système immunitaire ou dans la régulation de la croissance cellulaire. Ce qui nous amène à finalement ce que nous intéresse, que c'est la sélection. Dans cette heure d'introduction, c'était juste pour pouvoir comprendre comment les traits plus courants phénotypiques, que sont polygéniques, comment ils sont soumis à la sélection naturelle. Donc, nous avons vu des exemples de mutations à fort effet sur le phénotype, l'exemple des gènes que nous permet de digérer le lait, qui subissent d'importants balayages sélectifs après la sélection, avec des exemples monogéniques. Ça, on l'a vu, mais ce qui est important de voir, c'est que nous venons de voir que la plupart des traits phénotypiques humains sont polygéniques. Alors, comment la sélection agit-elle sur ces traits polygéniques? Ça, c'est l'attendu dans un cas monogénique, gène de la lactase. On l'a vu, je n'y reviens pas. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que, à droite, dans le modèle polygénique, avant la sélection, les allèles rouges existent déjà, à des fréquences modestes, certes, mais existent déjà dans la population dans une multitude de gènes. Par exemple, ici, les allèles rouges peuvent être considérés comme étant des allèles qui déplacent tous le phénotype vers la même direction. Par exemple, des mutations qui augmentent légèrement la taille dans la population générale, la stature. Donc, après la sélection, la fréquence de ces allèles, que vous pouvez voir ici, favorisait à augmenter, mais dans ces schémas, ils n'ont pas été fixés à un locus quelconque. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que tandis que les signatures moléculaires d'un balayage sélectif classique à gauche sont relativement faciles à détecter, on l'a vu, différenciation génétique très importante entre populations, entourée d'un haplotype longue, la signature dans la sélection positive, dans la sélection polygénique, excusez-moi, est très difficile à détecter. Mais une caractéristique importante de la sélection polygénique est sa rapidité par rapport
au balayage sélectif conventionnel. Donc, pour les balayages sélectifs conventionnels, à gauche, gène de la lactase, il faut des centaines de générations pour qu'une mutation favorable passe de 20% à 80%, des milliers d'années, on l'a vu déjà. En revanche, pour un trait polygénique, que c'est la plupart des traits, il suffit de petits changements de 1-2% de fréquence dans la population, parce que chacune de ces mutations, on va prendre la taille. Imaginez-vous que c'est mieux être plus grand, inventaire. Chacune des milliers de mutations impliquées dans la taille va changer juste de 1-2% dans la population. C'est très facile, ça, en quelques générations. Chacune de ces mutations n'aura pas un grand impact, parce que chacune explique quelques millimètres. Mais l'ensemble de toutes ces mutations va faire qu'en quelques générations, la population va grandir de quelques centimètres. Donc, ce qui est important, c'est que la sélection polygénique, par rapport aux autres types de sélection qu'on a vus la semaine précédente, peut être extrêmement utile pour une adaptation rapide à l'environnement. Alors, quels sont les attendus de la sélection polygénique? Donc, la sélection d'un trait polygénique fait augmenter ou diminuer le score polygénique moyen, selon la direction de la sélection. Prenons le cas où la sélection favorise une taille plus importante dans la population. Donc, dans ce cas, les scores polygéniques, vous le voyez ici en rouge, seront légèrement déplacés vers la droite. Car après sélection, la taille moyenne de la population augmentera de quelques centimètres. Donc ce changement phénotypique se produit à travers, comme je vous disais, des petits changements dans la fréquence de centaines, voire des milliers de mutations qui contribuent au phénotype. Donc ici, nous pouvons observer que les mutations qui sont associées à la taille, en rouge, présentent en moyenne une fréquence plus importante que le reste du génome, ce qui est un indicateur de la sélection polygénique. C'est exactement sur cela que diverses études se sont penchées en évaluant les changements de fréquence des mutations associées à la taille. Dans la première étude, les auteurs ont examiné ici les fréquences des mutations associées à la taille par rapport aux fréquences des mutations du reste du génome. Puis on comparait cette distribution entre les Européens du Nord et les Européens du Sud, en sachant que les Européens du Nord sont connus pour être plus grands en moyenne que les Européens du Sud. Donc vous pouvez voir ici la distribution des différences de fréquences alléliques entre Européens du Nord et du Sud par rapport à toutes les mutations de leur génome. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les mutations qui sont associées à la taille sont beaucoup plus différenciées entre Européens du Nord et Européens du Sud que ce qu'on s'attend pour le reste du génome. Donc, cette étude a montré que les mutations associées à une taille plus grande sont plus fréquentes chez les Européens du Nord que ceux que le hasard voudrait, c'est-à-dire le reste du génome. Donc cela a constitué un premier indice d'une sélection polygénique associée à la taille, du moins en Europe. Donc la deuxième étude, vous voyez à droite, a élargi l'analyse à différents traits phénotypiques, tels que la taille toujours, mais aussi pigmentation de la peau, indice de masse corporelle et maladies telles que diabète, maladie de Crohn et colite ulcéreuse. Et en utilisant une autre méthode, ils ont conclu que la taille est dans une moindre mesure, mais toujours significative, la pigmentation de la peau, sont deux traits polygéniques qui ont été soumis aux effets de la sélection polygénique. Cependant, la sélection polygénique pour la taille a été plus récemment remise en question par des études ultérieures. En effet,
les études de sélection polygénique sont très sensibles à certains biais, tels que la présence de ce qu'on appelle la structure de population, c'est-à-dire la présence de différents composants génétiques subtils au sein d'une population. Par exemple, on va étudier une cohorte, et au lieu que la cohorte soit homogène d'un point de vue génétique, cette cohorte est faite de deux groupes légèrement différents génétiquement. Ça s'appelle la structure de population. Donc, à titre d'illustration, imaginez une GWAS pour la taille basée sur un échantillon prélevé dans deux populations génétiquement différenciées, où les individus échantillonnés dans l'une sont, en moyenne, plus grands que ceux de l'autre, en raison de différences environnementales plutôt que génétiques. Donc, sans contrôle approprié dans la cohorte que vous étudiez, pour corriger la structure de la population, les différences subtiles des deux groupes au sein d'une cohorte, l'estimation des faits des mutations sur le phénotype, en l'occurrence sur la taille, reflèterait la somme de l'effet génétique réel et de la contribution environnementale. En conséquence, les mutations avec des fréquences plus élevées dans la population de grande taille auront tendance à être identifiées comme augmentant la taille. En tout cas, avec un effet plus fort que le véritable effet biologique. Et c'est exactement ce que ces études ils ont constaté. Parce que ce qu'ils ont vu, ça c'était les deux études précédentes que je viens de montrer, où il se trouvait la présence de la sélection polygénique. Mais après, ce qu'ils ont fait, toutes ces études ici, ils ont utilisé une autre biobanque, que c'est la UK Biobank, je vous en ai parlé avant, qu'elle est plus homogène génétiquement, et toutes ces études, ils ont plus corrigé pour une potentielle présence de structure de la population. Et ils ont vu que tous les effets sont disparus, ce qui leur a permis de conclure que, en tout cas en Europe, ils ont un peu invalidé la présence de la sélection polygénique expliquant les différences de taille entre les Européens du Nord et les Européens du Sud. Donc, pour nuancer un peu ces résultats quand même assez négatifs, une étude plus récente menée sur la population sarde, l'une des populations présentant la plus petite taille des populations européennes, a révélé une signature de sélection polygénique pour la petite taille chez les sardes, tout en corrigeant convenablement par une potentielle structure de population. Donc ces observations suggèrent un impact dû peut-être à l'effet insulaire, similaire à ce qui a été observé dans d'autres populations et dans d'autres espèces de mammifères insulaires devenus plus petits par rapport à leurs homologues continentaux. Justement, intéressons-nous à une population insulaire connue pour sa petite taille, une population de l'île de Flores en Indonésie, où les habitants mesurent en moyenne moins de 1,45 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que dans la même île, localisée ici, dans l'île de Flores, en 2003, des restes fossiles d'une espèce éteinte du genre Homo, que l'on a appelé par la suite Homme de Flores, Homo floresiensis, ont été découvertes dans la même île, dont l'homme de Flores était aussi de petite taille, mesurant à peine 1 mètre. Donc, dans cette étude, les chercheurs ici, ils ont examiné la variabilité génétique de la population actuelle de l'île de Flores pour déterminer si leur petite taille, leur petite stature était due à un ancien métissage avec l'homme de Flores, qui était petit aussi. Donc tout d'abord, ils ont comparé la diversité génétique de la population de Flores avec d'autres populations et ils voient qu'elles sont assez proches des autres populations du sud-est asiatique. Deuxième chose, ils ont cherché dans le génome des habitants actuels de Flores s'il y avait des traces potentielles
des traces génomiques, d'introgression d'un autre hominine, comme on a vu pour l'introgression des Néandertaliens, chez nous tous, ou des Denisoviens en Asie du Sud. Ils ont vu qu'il n'y en avait pas. Ce qui leur a permis de dire que la petite taille actuelle des individus de l'île de Flores ne provient pas d'un métissage ancien avec l'homme de Flores. Enfin, ils se sont intéressés aux bases génétiques de la petite taille actuelle. Et si le phénotype de petite taille, ce sondé, était une conséquence de la sélection polygénique, on s'attendrait à observer des fréquences plus élevées de mutations associées à la petite taille dans l'île de Flores que dans les autres populations. Et en effet, ils ont constaté, comme vous pouvez voir ici, que les individus de l'île de Flores sont les seuls à présenter un enrichissement, une mutation associée à une petite taille en violet par rapport aux attentes sous neutralité en bleu. Donc cette observation, combinée à l'absence d'ancien métissage avec l'homme de Flores, suggère que la petite taille insulaire est apparue indépendamment dans au moins 2 lignées humaines, l'homme de Flores et la population actuelle, distantes sur l'île de Flores. Dans mon laboratoire, nous nous sommes aussi intéressés à la sélection polygénique liée à la petite taille sur une autre population dont on en a parlé largement, que c'est les populations des chasseurs-cueilleurs de la forêt d'Afrique centrale. Mais on n'a pas parlé de la sélection polygénique. Ici, nous avons examiné dans quelle mesure des centaines de mutations associées à divers phénotypes, la taille, la ménarque, c'est-à-dire l'âge des premières menstruations, ménopause, pigmentation de la peau et autres, donc dans quelle mesure des centaines de mutations associées à ces phénotypes sont plus enrichies en signature de sélection que le reste du génome, ce que serait un signe que ces phénotypes ont été soumis à la sélection polygénique. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le phénotype qui présente plus de signes de sélection polygénique, c'est la taille. Chez les 5 groupes de chasseurs-cueilleurs, il est évidemment absent chez les 2 groupes d'agriculteurs. Ce qui pourrait suggérer que la petite taille chez les chasseurs-cueilleurs de la forêt d'Afrique centrale a été avantageux, ça on l'avait vu déjà, mais aussi d'un point de vue polygénique. On voit aussi certains traits reproductifs qui ont l'air d'avoir été sous sélection polygénique, ce qui est cohérent avec la nature adaptative de leur reproduction précoce, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Mais, après, nous avons examiné, nous nous sommes dit, est-ce que la pléiotropie pourrait expliquer ça? C'est-à-dire, est-ce que si des variants associés à la taille peuvent expliquer d'autres traits? Parce que les mêmes variants sont dans des gènes qui sont impliqués dans des fonctions différentes. On vient de le voir. Donc, nous avons ici au milieu répété la même analyse pour tous ces traits, mais en excluant tous les morceaux du génome qui sont associés à la taille. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on perd tout signe de significativité. Et après, on a fait l'inverse. On s'est dit, OK, on va enlever ici la ménarque, toutes les mutations associées à la ménarque, et on va voir si la taille reste significative. Et on voit que quel que soit le phénotype qu'on enlève, la taille reste toujours significative chez les différents groupes de chasseurs-cueilleurs. Donc ce résultat montre que suggère en tout cas, que le véritable phénotype adaptatif, c'est la petite taille dans la forêt. Et que les autres phénotypes ne sont que le résultat de la pléiotropie, c'est-à-dire que les allèles associés à une
plus petite taille sont associés à d'autres phénotypes. Alors, en résumé, de ce que nous venons de voir, la plupart des phénotypes humains sont polygéniques. Ces phénotypes résultent d'un grand nombre de mutations, chacune ayant un effet faible sur le phénotype final. La sélection polygénique est hyper importante. Du fait de sa rapidité, est probablement le mécanisme d'adaptation génétique le plus courant dans l'histoire de notre espèce. Toutefois, détecter cette sélection, ce type de sélection, reste toujours encore un défi dans le domaine, car c'est un défi méthodologique. Il y a beaucoup de facteurs confondants. Et de plus, les changements de fréquence, que c'est ce qu'on utilise le plus en génétique de population, à niveau de la plupart des mutations individuelles, est très subtil et ne peuvent pas être détectés par des méthodes traditionnelles. Bien que des progrès aient été réalisés avec des approches alternatives, celles-ci sont encore en cours et en cours de développement et représentent vraiment un domaine de recherche très actif. Donc, pour conclure aujourd'hui, j'aimerais que nous nous posions une question plus générale. Quel que soit le régime de sélection naturelle qu'on a vu au cours des dernières semaines, balayage sélectif, surmutation de novo, balayage sélectif sur mutation préexistante, sélection polygénique aujourd'hui, quel est l'impact de tout ça sur notre santé aujourd'hui? En effet, ce qui a été avantageux à un certain moment de notre passé, avec des changements de mode de vie ou des changements environnementaux, peut se révéler délétère aujourd'hui. De plus, comme on vient de voir, en raison de la pléiotropie, une mutation en particulier peut s'avérer avantageuse pour la survie, même si la même mutation a des effets délétères sur d'autres traits, certes moins graves, mais qui affectent notre santé aujourd'hui. Donc, examinons quelques exemples de ce paradoxe évolutif, c'est-à-dire des dommages collatéraux de la sélection naturelle du passé sur la santé des individus d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons vu deux exemples, je ne vais pas y revenir, de deux gènes qui sont impliqués dans l'adaptation des populations de l'Arctique à l'alimentation riche en acides gras, ce gène en particulier, et la même mutation est associée à l'hypoglycémie et la mortalité infantile. On avait vu aussi qu'une mutation dans ce gène, le seul récepteur connu pour le froid, avait fréquence très importante dans les populations européennes. La même mutation est associée à la migraine, ce qui pourrait expliquer l'incidence plus élevée de cette condition dans les populations d'origine européenne. Des données aussi épidémiologiques et génétiques indiquent que de telles inadéquations évolutives auraient également pu influencer l'incidence de certaines maladies métaboliques, comme l'obésité ou le diabète de type 2. Donc déjà en 1962, James Neal, un généticien américain, avait émis l'hypothèse qu'il a appelée du gène économe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait eu un avantage sélectif au cours de l'évolution en faveur des individus possédant des gènes capables de stocker et d'utiliser au mieux les nutriments pendant les périodes de famine. Avec un peu de nourriture, on peut survivre parfaitement. Mais avec le changement du mode de vie et une alimentation abondante, dans beaucoup de populations en tout cas, ces mêmes variants génétiques d'épargne, entre guillemets, seraient aujourd'hui responsables de certaines conditions comme l'obésité. Donc l'hypothèse du gène économe est souvent invoquée pour expliquer, par exemple, l'incidence accrue de l'obésité ou du diabète dans certaines populations du Pacifique Sud, où, comme vous pouvez voir, l'obésité dépasse dans beaucoup de ces populations le 50% de la population. Une étude menée en 2016
a identifié au sein de la population de Samoa, en Polynésie, une mutation dans le gène CREBRF qui est associée, tour de Manhattan, vous vous rappelez, cette mutation est associée à un indice fort de IMC, donc l'indice de masse corporelle, donc obésité. Mais cette même mutation est entourée des haplotypes longues, donc c'est une signature de sélection positive. Cependant, ce qui pourrait expliquer, ce qui pourrait être un vrai exemple de gène économe. Cependant, cette observation n'a été pas reproduite dans d'autres populations du Pacifique et l'hypothèse selon laquelle la fréquence élevée, 20% environ de la population, de cette mutation résulte simplement de la dérive génétique, le hasard, reste plausible. Enfin, regardons les conséquences de l'adaptation passée au pathogène sur notre santé actuelle. Et on va finir avec ça. Je vous avais dit que pour certaines choses, je m'autorisais à parler de pathogènes cette année. Donc nous avons utilisé, ça c'est une étude de notre laboratoire, une collection de génomes anciens d'Européens couvrant les 10 000 dernières années de notre histoire, donc l'ADN ancien. Comme nous l'avons vu, l'approche paléogénomique nous permet d'interroger quelles mutations ont augmenté en fréquence au cours du temps, comme dans le cas du gène de la lactase qu'on a largement vu, qu'on a détecté, que vous voyez, ça c'est 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, qu'il a commencé la sélection naturelle à agir dans les 6 000 dernières années. Donc, dans cette étude, la question était de savoir quelles mutations ont augmenté en fréquence par sélection au cours des 10 000 dernières années à niveau de tout notre génome. Cette approche nous a permis d'identifier 89 gènes porteurs de mutations avantageuses. Donc, deux éléments sont importants à noter. Premièrement, un grand nombre de ces gènes sont impliqués dans des fonctions immunitaires, l'immunité innée en particulier, notre première ligne de défense contre les pathogènes. Deuxièmement, 80% des événements de sélection, qu'on peut dater pour chacune de ces mutations, quand la sélection a commencé à agir, pour 80% des cas, l'âge de début de la sélection est après le début de l'âge de bronze, c'est-à-dire au cours des 4500 dernières années. Ainsi, notre étude suggère que la majeure partie de l'adaptation humaine aux maladies infectieuses s'est faite dans les 4 derniers millénaires. Étude qui a été confirmée il y a quelques semaines ou un mois par 2 autres études. Ensuite, nous nous sommes focalisés sur l'évolution des phénotypes polygéniques. Pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des centaines de mutations associées d'une part à des maladies infectieuses. Il y a près des centaines de mutations aussi associées à des maladies auto-immunes et inflammatoires. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en moyenne, c'est très subtil, le risque des maladies infectieuses tend à diminuer au cours du temps et d'une façon concomitante, le risque de maladies auto-immunes et inflammatoires, il a une tendance à augmenter au cours du temps. Ici, vous pouvez voir juste pour une mutation, parce que c'est beaucoup plus clair, et une mutation augmentant le risque de la maladie de Crohn, vous pouvez voir, il y a entre 7 et 10 000 ans, 5 7 000 ans, jusqu'à aujourd'hui, comme il y a eu une augmentation en fréquence et aussi une expansion démographique de cette mutation, qui a augmenté surtout dans les 2500 dernières années, en raison de la protection qu'elle confère contre des maladies infectieuses, en particulier virales. Donc voilà donc encore un exemple de compromis évolutif, ou comme dit dans le jargon, de pléiotropie antagoniste. Beaucoup de mutations que sont associées aujourd'hui au risque de maladies auto-immunes et inflammatoires sont fréquentes dans la population
parce que ces mêmes mutations nous ont protégés contre les maladies infectieuses. Donc pour conclure aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette étude qui remonte à quelques semaines seulement. Le principe était le même. Ils ont analysé plus de 1600 génomes couvrant l'histoire de l'Europe des 12 000 dernières années. Dans ce faisant, ils ont identifié des mutations sous forte sélection positive dans différents gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, l'immunité et le métabolisme. Ils ont, hyper important par rapport à ce qu'on a vu avant, ils ont également constaté que les différences de stature entre les Européens du Nord et les Européens du Sud est juste due à que les Européens du Nord, ils ont plus de cette composante génétique présente chez nous tous, provenant des steppes, que les Européens du Sud. Et cette composante génétique provenant des steppes est à la fois associée à être plus grand. Donc, ça serait un résultat plus démographique que de sélection naturelle. Mais la surprise est venue, comme je vous l'avais dit, que je l'ai gardé pour le dernier jour, du gène de la lactase, où ils ont vu, en accord avec tout ce qu'on savait, que la sélection a démarré il y a environ 6000 ans, comme on peut voir ici, pour la mutation bleue, que c'est le gène de la lactase. Mais vous vous souvenez, lors du deuxième cours, qu'on s'est posé la question de pourquoi cette mutation qui nous permet de mieux digérer le lait est augmentée d'une façon si spectaculaire. On a vu plusieurs possibilités. C'est la seule façon que certaines populations puissent boire de l'eau, ou d'autres possibilités qui pourraient expliquer la fréquence si élevée en Europe, l'absorption du calcium par exemple. Or, ce qu'ils ont découvert dans cette étude est que la mutation de tolérance au lactose est associée, c'est-à-dire elle est exactement sur le même haplotype qu'une autre mutation à côté. Et cette mutation à côté, ici en orange, elle a commencé à être sélectionnée il y a environ 12 000 ans. Donc, cette mutation, l'orange, est impliquée dans des fonctions de régulation de la dépense énergétique et dans des maladies métaboliques et aussi dans l'adaptation à la famine. Donc, le fait que ces deux mutations soient tellement associées entre elles pourrait expliquer pourquoi la mutation de tolérance au lactose a augmenté de manière si spectaculaire en Europe. L'hypothèse serait que cette mutation est associée à une autre mutation qui permet de mieux résister à la famine. Donc, l'effet avantageux qu'on voit aujourd'hui, c'est l'effet combiné des deux mutations. Donc, pour conclure, dernière diapo, au cours des dernières semaines, nous avons examiné les différentes façons dont les humains se sont adaptés à la multitude d'écosystèmes auxquels nos ancêtres et nous aujourd'hui nous sommes exposés. Ça a donné lieu à des différences phénotypiques entre individus et populations, et ça va des phénotypes adaptatifs simples, donc plutôt monogéniques ou oligogéniques, quelques gènes, avec un faible nombre de mutations impliquées, et que ces mutations ont un effet fort sur le phénotype, le cas de la tolérance au lactose. Et dans l'autre extrême, des phénotypes beaucoup plus complexes, où il y a beaucoup de gènes impliqués, donc un grand nombre de mutations, et chacune de ces mutations ayant un effet faible sur le phénotype, mais ensemble participant à l'adaptation, comme serait le cas de la taille, et au milieu, parce que comme toujours ces modèles, c'est une exagération de la réalité, d'autres phénotypes comme pigmentation de la peau ou vie en altitude. En tout cas, de mon côté, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, ces 4 semaines, de la façon comme biologiquement, génétiquement, on a pu s'adapter à l'environnement. Et donc j'espère que c'était à la hauteur de vos expectatives. Moi, je vous remercie pour
votre fidélité, votre intérêt. Ça fait partie de ce qui nous booste et nous motive pour donner ces cours. Mais si vous pouvez, comme toujours je vous demande, ne partez pas parce qu'on a un séminaire de quelqu'un qui vient de Lyon, qui est extrêmement percutant dans sa recherche et dans ses idées surtout. Et je vous remercie beaucoup, à vous tous.